Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans le 12e et ultime épisode de cette 16e saison du podcast, de cette 16e. Ça y est, moi, il va falloir que je parte en vacances, c'est la 7e, c'est déjà pas mal. J'ai souhaité dans cette saison avoir un regard prospectif sur l'entreprise de demain. On a parlé d'intelligence artificielle, de soft skills, de parcours collaborateur, de mode de travail, de management, de leadership forcément. Et j'ai eu au micro, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents invités, professionnels DRH, dirigeants, auteurs. Et puis j'ai eu la chance d'avoir, pour cette saison, un partenaire de choix, 365 Talents, un partenaire dans la spécialité du monde des compétences qui offre un mix unique de technologies de pointe, de conseils stratégiques, de gestion de projets RH, pour redéfinir la façon dont vous identifiez, entretenez et développez les talents au sein de votre entreprise. Et j'ai eu la chance tout particulièrement d'avoir, chez 365 Talents, une partenaire de choix qui m'a fait confiance en la personne de Julie Asselin. Julie qui est directrice du marketing. Et donc j'ai eu envie de vous proposer un épisode de clôture avec Julie, un épisode dans lequel on revient sur la saison, ce qui nous a beaucoup plu, ce qu'on a retenu, ce qui nous a interpellés. Voilà, on revisite, on rebalaye les différents épisodes. Vous pourrez voir si c'est des choses qui vous aussi vous ont marqué ou pas. Et puis, avant de vous laisser écouter notre échange, je voulais vous dire qu'en septembre, donc cet été, je vais rediffuser des épisodes. Et en septembre, je vous donne rendez-vous avec une nouvelle saison sur le leadership. J'en avais fait une à l'automne dernier, j'en refais une en septembre. Vous connaissez ma vision du leadership. Si vous pensez à des leaders que vous voulez entendre ici, écrivez-moi sur LinkedIn, par email, delphine.zanelli@l'entreprisededemain.com. J'attends vos propositions, j'attends vos suggestions. Non que je manque d'idées, mais ça m'intéresse de savoir à qui vous penseriez, qui vous aimeriez avoir sur le podcast. N'hésitez pas, soyons fous. Allez, bonne écoute et bon été. Bonjour Julie. Bonjour Delphine. Merci d'être avec moi pour le dernier épisode de la saison. J'ai souhaité avec toi faire une conclusion, un peu une synthèse, partager ce qui nous a le plus interpellé, marqué, ce qu'on va garder. Mais ma première question, puisque l'objectif de la saison c'était de se projeter à 5 ans, le futur, voilà, comment est-ce qu'on va travailler dans 5 ans, qu'est-ce qui sera important, on sait qu'il y a l'IA, on sait qu'il se passe plein de choses, on sait que le rapport au travail a changé, il va continuer à évoluer. Et donc on a essayé avec tous les invités de se projeter. Qu'est-ce que, à l'issue de cette écoute, de cette saison, Julie, toi, tu gardes et comment tu nous vois dans 5 ans ? Alors après avoir écouté les épisodes en écoute active, comme ça, parce qu'au début je les avais écoutés comme ça, en faisant la cuisine et en allant au bureau. Et donc pour faire la synthèse, je me suis reposée, papier, crayon et de juste faire à colonne ce qui m'intéresse, ce que j'ai aimé, ce que je retiens. Donc de juste reposer tout ça. Il y a il y a 2 mots-clés qui sont revenus. C'est vraiment compétence et expérience. Parce que il y a toutes les expériences professionnelles qui sont partagées, toutes les histoires qu'on a pu écouter avec les épisodes. Et le mot compétence, parce que nos compétences, elles sont là. C'est un peu le cœur, la raison d'être de 365. Et comment on les identifie, comment on les valorise, comment on les utilise au sein de notre travail. C'est un petit peu notre raison d'être. Donc, alors, quelle serait l'expérience et comment est-ce qu'on travaille avec nos compétences dans 5 ans ?
Dans 5 ans, pour moi, on a évidemment l'IA qui va nous aider sur pas mal de choses. Mais si l'IA est là, j'espère qu'elle nous fera gagner du temps sans qu'on s'amuse à se recréer des tâches et du travail. Mais par contre, qu'on puisse être plus créatif, avoir plus de temps de collaboration, plus d'échanges, du temps pour réfléchir. Parce que justement, on sera moins dans des tâches répétitives, de choses qui, elles, pourront être faites par la machine. Donc, moi, je nous imagine prendre un petit peu plus de recul, apprendre plus, parce qu'on aura plus ce temps d'apprentissage et qu'on aura constamment besoin de s'adapter, d'apprendre de nouvelles choses encore plus qu'aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr. Donc, on aura des temps qui sont comme ça, et puis en plus on changera de métier parce qu'on aura fissuré tous ces silos d'entreprise, donc on aura plein de nouveaux métiers, de changements. On acceptera de pas recruter un clone? Oui, le mouton à cinq pattes, peut-être que j'espère qu'on sera moins dans ça parce qu'on est vraiment tellement en train de changer de travail, et comme on l'a vu au cours des épisodes. Ça va dans le sens de la diversité, de l'inclusion, etc. Effectivement. Et pour ça, je pense qu'il y a 2 choses importantes par rapport à ce que tu dis. La première, c'est qu'on apprenne à se servir de l'IA. La deuxième, c'est qu'on travaille sur notre façon de s'organiser. Qu'on ne remplisse pas nos agendas de réunion parce que tout d'un coup la nature a horreur du vide et que c'est bizarre que je ne sois pas occupée, c'est suspect, etc. Donc effectivement, c'est intéressant. Je vais tirer le fil, tu parlais de créativité. Moi, ça me renvoie à l'épisode avec Anne-Laure Coton sur l'intelligence collective, la facilitation, Crédit Mutuel Arkea, qui a formé tous ces... pas tous ces managers, son codir et une partie de ces managers à la facilitation. Je pense que ça, c'est une démarche qui peut nous aider à être dans cette configuration-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé cet exemple. C'est quelque chose que j'ai envie d'emporter et de prendre avec moi. En fait, c'est comme si j'avais glané plein de petites de chrysalides qui à un moment deviendront des papillons dans mon management ou dans comment on travaille chez 365 Talents. Mais cette idée de facilitation, c'est aussi un exemple très concret de comment on met le collaborateur au centre de la démarche, comment on fait pour engager les gens, comment on fait pour être plus empathique, pour comprendre, pour décoder des choses et pour avoir une approche très très humaine. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple de Laure. Alors, autre chose, c'est l'épisode avec Daniel Linhart et Mathieu Geller sur le Work Relationship Index d'HP, dans lequel ils insistent effectivement beaucoup sur les compétences, puisqu'en fait, on voit bien qu'une des grandes attentes des collaborateurs aujourd'hui est d'apprendre, de se développer. Et le rapport au travail a changé, mais le travail reste une source, entre autres, pour prendre sa place socialement, et donc ça passe aussi par ça. Donc ça, je pense qu'on entend pas mal. Je ne sais pas si ça a fait écho chez toi. Ouais. Moi, ce qui a fait écho sur l'étude et l'index, c'est le chiffre que un salarié sur 5 se sent pas bien dans son job. Et il y a encore du travail à faire. Moi, j'avais un autre chiffre d'une étude qu'on a fait l'année dernière où 6 salariés sur 10 ne connaissent pas les opportunités qu'il y a au sein de leur entreprise. Et je pense que s'il y avait connaissance et si on n'est pas bien dans son job, on devrait en changer. Et pas forcément changer d'entreprise. Ça peut juste être trouver une opportunité, une mission, un poste, une formation. C'est comment on réengage le collaborateur, comment on lui montre tout un champ des possibles qui existe, mais qui est juste pas visible. Ouais. Et c'est ce que fait la plateforme, c'est rendre visible tout ce champ des possibles qui est là, mais qui est latent. Ce champ des possibles et rendre visible ses compétences. Sonia Foss parle de l'importance. Alors Sonia, elle est à la RH dans une boîte d'ingénierie en fait, donc ils sont particulièrement attentifs à ces sujets. Et en fait, elle parle de l'importance d'aider les collaborateurs à identifier leurs compétences et les compétences à développer. Parce que je pense que pour aussi aller sur ces parcours, il faut aussi être capable de manière différente de ce qu'on fait aujourd'hui, d'identifier les compétences et des talents, enfin des qualités. Et d'ailleurs, le feedback aussi permet ça, mais voilà. Donc ça, c'est un point qu'aborde Sonia, et c'est vrai que ça rejoint pas mal ton point. Il y a aussi autre chose, parce que tu parles de parcours, tu parles de compétences.
J'aimais bien Anne-Gaëlle, qui est chez EY, donc c'est assez surprenant, c'est assez inattendu de la part d'EY. Anne-Gaëlle qui aide les collaborateurs à réfléchir à leur mission de vie. Donc on voit que cette notion de parcours, elle va beaucoup plus loin que ça encore. Oui. C'est presque le mot. Il y avait un mot très fort aussi pendant la saison, c'est le mot équilibre. Donc l'équilibre vie pro, vie perso, l'équilibre entre ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et ce que je voudrais faire plus tard. Il y a beaucoup de. Enfin, c'est très symptomatique du changement du travail et puis et même de notre vision collaborateur-consommateur. On a envie que notre travail ait de l'impact, du sens, un peu comme ce qu'on fait avec nos achats qui sont de plus en plus raisonnés. Et puis on a aussi envie qu'on nous offre le choix. Et je pense que d'avoir le choix des missions, qu'on soit pas sur des chemins tout tracés, voilà, et personnalisés, ouais. Mais complètement. Et Sonia Foss aussi, on parle dans l'interview, elle parle du fait, elle dit que dans les recrutements, ce qui fait la différence vraiment, les collaborateurs viennent d'abord chercher l'impact. Alors l'impact, c'est pas l'impact au sens est-ce que je vais sauver la planète, c'est en fait ce que je vais faire au quotidien, sur quoi ça va impacter. Et Sonia donne un exemple où un ingénieur qui va travailler qui va avoir un impact sur les temps de transport. Donc sur une famille, ça a de l'impact, sur des parents, ça a de l'impact. Donc voilà, et donc ça, ce que tu dis, par rapport à ce que tu dis, effectivement, c'est assez fort. Et ça me fait faire le lien avec l'épisode, je crois que tu as beaucoup apprécié aussi, de Coralie Delfosse, de la Caisse nationale d'assurance retraite. Parce que voilà, Coralie parle de ce petit sens, du fait qu'il y a le grand sens, mais il y a le petit sens, et que le manager doit permettre de trouver le petit sens. Mais je crois qu'il y a d'autres choses qui t'ont frappé dans cet épisode, qui t'ont marqué. Oui, l'idée des 1000 managers de Coralie... Alors ça, c'est pas Coralie, mais c'est pas grave, c'est normal, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors on peut passer aux 1000 managers, on reviendra à Coralie après. Oui, donc tu as apprécié... donc ça, les managers, c'est une équipe de la Banque Postale. Oui, je les ai confondus, tu vois, mon écoute active. Mais l'idée des... Voilà, il y a beaucoup de matière, c'est sûr, sur les 7 épisodes, mais même plus. Ouais. Les 1000 managers, pour moi, c'était les expériences de chacun, cette idée de voir tous ensemble, en étant 1000 managers, comment collaborativement on va échanger et voir comment on progresse en tant que manager. Et j'ai pris plein de petits exemples, de petites choses dans l'épisode. Et après, pour revenir à la caisse d'assurance maladie, retraite, pardon. Caisse nationale d'assurance retraite, c'est pas grave. Pour revenir à la caisse d'assurance retraite, moi, ce que Coralie, donc. Voilà, donc Coralie, elle parlait de plein d'exemples de digitalisation et qui vont avoir un impact, en effet, sur tous ces administrateurs qui sont en train de faire un boulot phénoménal et qui sont... ils ont des sacrés changements, hein. Ouais. On le voit... Et cette digitalisation, je l'avais vue, moi, en 2017. J'étais allée dans leur bureau, dans une vie antérieure. Mais je trouvais ça super de voir à quel point ils étaient en train de décloisonner les espaces pour ouvrir des open space et faire... vraiment en conduite du changement, ils allaient tester l'open space, comment les équipes allaient collaborer, parce qu'on était en train de décloisonner. Et je pense que quand une organisation décloisonne, ça crée du changement, mais ça aide à créer de nouvelles idées. Donc l'espace de bureau était pensé pour aller créer ces nouvelles idées, pour être plus digitalisé. Et je trouve ça super intéressant parce que, tu vois, des années plus tard, Coralie en parle. Oui, et Coralie parle de... En fait, ils ont mené une réflexion avec tous les RH de la Caisse nationale sur justement l'impact, l'évolution du travail. Donc c'est un épisode du coup qui est en 2 épisodes parce qu'il est très riche, où elle partage avec nous tous les volets de ce qu'ils ont creusé. Et le point central, c'est de se dire ils sont en train de faire évoluer, alors au-delà de la sophistication de la question des retraites, ils sont en train de faire évoluer l'expérience client et qu'ils souhaitent faire évoluer l'expérience collaborateur avec beaucoup plus de personnalisation, de gestion des différentes phases de vie aussi. Tu parlais d'équilibre tout à l'heure, on est là-dedans. Ils ont testé, pour certains sont en télétravail, pour d'autres ils testent la semaine de 4 jours d'une maladie. En fait, c'est un laboratoire très intéressant, donc je peux que vous conseiller si vous n'avez pas écouté. Et ça recoupe beaucoup de choses que tu as dit. On n'a pas parlé de Samuel Durand, mais son épisode est quand même au cœur de la réflexion que tu évoquais au départ. Bien sûr. Ce que lui voit sur
l'impact de l'IA. Et puis après, ce qui est intéressant avec l'épisode de Samuel Durand, c'est que moi, je le connaissais au travers de ses interviews, de ses conférences, de ses documentaires. Et là, il prend vraiment une vision macro, donc c'est ce que lui voit et comment il le digère. Donc, c'est assez différent de ce qu'on peut voir en documentaire, mais il a une vision assez positive de l'IA. Et sur ça, je le rejoins beaucoup. Il est en train de... Enfin, je trouve qu'il nous emmène vers un futur du monde du travail où on a tous... Ouais, voilà, c'est très désirable. On se dit pas, mon Dieu, enfin, on n'est pas sur un truc alarmiste. On a envie d'y aller. Donc moi, j'ai envie que dans 5 ans, on soit là où Samuel Durand nous emmène. C'est une très bonne remarque. Il y a un épisode dont on n'a pas parlé encore, c'est celui avec de Fermob, avec Baptiste Trébier. Là, c'est intéressant parce que c'est une entreprise familiale qui a quand même plusieurs années, qui s'inscrit volontairement sur la durée, puisqu'ils viennent de faire, alors, pas une transmission, mais son père qui avait repris et développé cette entreprise fortement est devenu président, lui, DG. Et je sais que la question des valeurs t'a marqué chez eux. Oui. J'ai retenu et vraiment, c'est écrit vraiment sur mon cahier de avoir les valeurs en boussole. Je pense que ça rejoint un petit peu la question du sens, de l'impact, et donc de vivre les valeurs, enfin la culture d'entreprise comme quelque chose de très concret et pas juste des beaux mots qu'on a mis sur un site internet pour faire joli. Ça, c'est aussi quelque chose de très fort chez 365 Talents. Donc moi, je suis dans cette entreprise depuis 4 ans et demi, donc c'est long pour une start-up. C'est presque étonnant, mais on est tous là. Il y en a qui sont là depuis le début, et donc on est une équipe très soudée et des valeurs qui sont fortes. Enfin, tu nous connais maintenant. Qui sont ancrées. Et qui sont ancrées qu'on incarne vraiment. Donc le avoir les valeurs en boussole, c'est vraiment un point de convergence avec tout ce que racontait Baptiste sur sa vision pour Fermob. Ouais. Et alors je fais 2 liens. Le premier avec l'épisode justement avec Daniel Linhart et Mathieu Galère dont tu parlais sur l'étude, enfin on a parlé sur le World Relationship Index. Mathieu parle de l'importance de la culture d'entreprise, donc les valeurs, on est là-dedans, et vraiment pour lui c'est quelque chose qui ressort aussi très fortement. Des leviers à actionner suite à ce constat de peu de collaborateurs quand même, pas mal de collaborateurs qui ne sont pas forcément bien dans leur job. Mais il y a autre chose sur lequel je voulais revenir, qu'évoque Baptiste, et pour moi c'est un peu une clé de tout ce qu'on a vu. Il parle beaucoup de la confiance. Alors il parle de la confiance en général dans l'entreprise, mais il parle lui d'avoir confiance en lui. Et il parle avec beaucoup de vulnérabilité, du fait que pour pouvoir devenir le DG de Fermob, il a voulu prendre le temps de prendre confiance en lui. Et je crois que pour bien utiliser l'IA, je crois que pour bien se projeter, il faut aussi qu'on travaille tous beaucoup. On parlait de connaître nos talents, nos compétences, on parlait de choisir, de faire des multi-parcours. Je pense que si on n'a pas confiance en nos capacités, en nous, en plus de notre confiance, notre confiance dans les autres dépend de la confiance qu'on a en nous-mêmes, je pense que c'est fondamental. Et on disait quelque part, on revient à l'essentiel en fait, mais oui, en fait, on revient à ce qui est fondamental, qui est ce sujet de confiance. Oui. Le connais-toi toi-même pour aller plus loin. Et donc, accepte que tu aies des compétences, que tu aies des qualités, que tu aies aussi des vulnérabilités, partage-les, développe-les, apprends à te connaître, apprends à t'observer. Parce que sans ça, je pense que si tu veux avoir ton épingle du jeu à tirer de l'évolution du travail, je pense que c'est une donnée qui est importante. Et je pense que de ce fait-là, en tant qu'entreprise, on a quand même une responsabilité pour accompagner nos collaborateurs là-dessus. Et identifier tes compétences permet complètement ça. Oui, je pense que c'est un point central, et c'est même un point stratégique. Quand je te disais connais-toi toi-même, c'est derrière, si l'entreprise connaît toutes les forces qu'elle a en interne, donc là on est plus au point de vue macro, c'est aussi un avantage concurrentiel redoutable en fait, de savoir tout ce qu'on est capable de faire en interne en se connaissant soi-même. Et là, je parle au niveau d'entreprise, donc que ce soit au niveau du collaborateur, mais aussi au niveau de l'entreprise. C'est vrai. Quelle compétence elle a
quel talent elle a, qu'est-ce qu'elle a dans l'entreprise et donc sur quoi elle peut partir, avec qui, etc. Et on en parlait même sur les chantiers, hein, donc les compétences en interne sur la digitalisation, compétences en interne sur les grands chantiers, les grandes transformations RSE, les acquisitions. Enfin, il y a tellement de grandes transformations d'entreprises qui sont en train de se jouer que les compétences vont être forcément au cœur de tout ça, à la fois pour le collaborateur et aussi pour l'entreprise. Alors, pour boucler la boucle, c'est quoi l'expérience collaborateur dans 5 ans ? Je pense que dans 5 ans, on aura la machine qui nous aidera à prendre le temps de prendre du recul. Voilà, comme on disait au départ. Voilà, d'appuyer vraiment sur ce qui est fondamentalement humain. Donc, et d'avoir une meilleure visibilité sur nos possibilités. Bien sûr. Les parcours, la personnalisation. Donc, le fait que ce soit pas juste un parcours tracé, c'est que on est tous uniques et donc tous les parcours seront uniques. Ça, on n'en a pas parlé dans la saison, mais c'est un point important, c'est qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne. Enfin, voilà, les parcours tracés, c'est pas l'avenir, en fait. C'est pas l'avenir et on voit bien que ça crée plus de frustration qu'autre chose, puisque tout le monde n'est pas éligible au parcours tracé. Donc, effectivement, si on peut ouvrir ça aussi, je pense que c'est important. Oui, et on le voit avec le parcours des gens que tu as interviewés, quand ils expliquent leur parcours de carrière. Il n'y en a pas un qui a un parcours vraiment très linéaire, tracé. Non, parce qu'ils vont faire des pas de côté. Ils sont peut-être ingénieurs au début, RH ensuite. On a plusieurs métiers dans une vie. Et ça, c'est très accepté. Je pense que ça a beaucoup changé avec notre génération. Eh bien, souhaitons que ça continue. Merci beaucoup, Julie. Merci, Delphine. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand nombre, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.